Bonjour à tous. Mercredi soir, les sénateurs ont consacré un débat à la demande du groupe communiste à l'avenir des salles de cinéma indépendants. Les multiplexes en France sont passés d'une vingtaine à près de 200. S'ils représentent seulement 10% des salles en France, ils engrangent à eux seuls 2/3 des entrées dans l'Hexagone. Et ce mouvement ne fait que s'accroître. Face à ce mouvement, les salles indépendantes sont menacées. Ces salles souvent situées dans les centres-villes de villes petites et moyennes et qui pratiquent, à l'inverse des multiplexes, toute une politique d'animation culturelle, notamment à destination des jeunes. Tout de suite donc, retour à ce débat qui s'est déroulé mercredi soir dans l'hémicycle. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé le débat, en l'occurrence M. Pierre Laurent, pour 20 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en inscrivant ce débat en séance publique, nous avons voulu mettre le Parlement au cœur de réflexions et parfois de polémiques qui agitent le cinéma français, singulièrement au cours de l'année écoulée, et dont le Parlement n'est malheureusement pas assez saisi à nos yeux. L'année 2013 a été en effet très mouvementée pour le cinéma français. Que son modèle soit attaqué, son fonctionnement critiqué, ou bien au contraire érigé en modèle, l'intensité de l'actualité aura au moins permis de confirmer la vivacité de l'exigence autour de la création, de l'exploitation et de la diffusion cinématographique dans notre pays. Rien n'est jamais acquis, nous le savons en la matière. Vous connaissez l'adage qui fut l'emblème des États généraux de la culture, animés notamment par Jacques Ralite, et qu'on pourrait adapté à propos du grand écran en disant « Le cinéma français se porte bien pourvu qu'on le sauve ». Je parlais des débats animés de l'année écoulée. Ce fut par exemple la tribune de Vincent Maraval qui, extrêmement critique, a créé la controverse et ouvert la réflexion sur le mode de financement du cinéma français et sa transparence. Je pense également aux négociations relatives à la convention collective du cinéma, dont l'extension nécessaire provoqua le choc entre la condition sociale de nombreux salariés et des conditions de production et de viabilité financière des films à budget moyen. Je pense aussi au débat sur le mandat européen pour les futures négociations transatlantiques, au cours duquel, rassemblés, tous les acteurs du monde de cinéma et de nombreux responsables politiques français ont défendu le principe d'exception culturelle face aux attaques libérales répétées tendant à assimiler le cinéma à un bien marchand ordinaire. Oui, le cinéma français, ses mécanismes originaux de financement, la vitalité de sa création doivent être chaque jour défendus si nous voulons qu'il conserve qualité et diversité. Si sa situation reste enviée en comparaison de nombreux autres pays, il ne faut jamais oublier que cela est dû à des choix qui ont été faits à temps et qui doivent être sans cesse renouvelés et enrichis pour aborder aujourd'hui de nouveaux défis qui permettront de préserver la diversité acquise. C'est l'un de ces défis, et l'un de ces défis seulement, trop souvent ignorés, que nous avons voulu aborder ce soir, celui de l'exploitation cinématographique et notamment des salles les plus fragiles, au moment où le renouvellement du matériel numérique, comme l'accélération des concentrations, aiguise cette fragilité. Les débats, aussi intenses et variés qu'ils aient été, ne se sont pas ou trop rarement consacrés à cette question essentielle des salles. Pour autant, elle est essentielle, car les salles de cinéma sont un des maillons essentiels, évidemment, de la chaîne cinématographique. De leur nombre et de leur nature dépend l'accessibilité à une grande variété de la production cinématographique, donc de la viabilité de cette production, et donc dépend aussi, au final, rien de moins que le principe de l'existence du principe et la vitalité du principe de diversité culturelle. Bien entendu, les salles de cinéma ne sont plus, loin s'en faut, le seul moyen de diffusion. La diversité des usages numériques bouleverse tout. Mais les salles restent le cœur vivant du système de diffusion, celui qui fait du cinéma un lien social et culturel à nul autre pareil. Je voudrais donc ici plaider singulièrement le sort
des salles de cinéma dites indépendantes, dont l'équilibre économique et l'existence sont menacés par l'implantation de salles multiplex. Quand je parle de salles indépendantes, dont la définition reste d'ailleurs assez floue et fait parfois débat, j'évoque ici les salles qui ne sont pas des filiales d'une structure industrielle ou financière et qui n'appartiennent pas non plus à un des grands groupes d'exploitation tels que UGC, Gaumont-Pathé ou MK2. Elles peuvent revêtir ces salles des formes diverses, salles de cinéma municipales, associatives ou même privées, et sont autant de garanties d'une diversité cinématographique et d'accès. Comment assurer les conditions de leur existence et de leur maintien? Voilà la question à laquelle j'aimerais que nous réfléchissions ensemble. Cette question, nous en avons débattu lors d'un colloque organisé au Sénat le 14 novembre dernier, à mon invitation et à l'initiative du manifeste lancé en avril dernier pour la défense de l'exploitation indépendante, dont étaient partie prenante notamment le GRNC, la CID, des élus locaux et toute une série de salles indépendantes. En effet, un nombre important de multiplex ont été créés ces dernières années, déstabilisant nombre de petites et moyennes salles de cinéma, notamment cette exploitation cinématographique indépendante. En 1996, 22 multiplex étaient recensés par le CNC. Ils sont 181 aujourd'hui, en 2012, 181 en 2012, ce qui correspond à la création d'une dizaine de multiplex par an en moyenne. Et ce mouvement est loin d'être achevé, puisque plus de 45 projets d'installation, d'implantation, majoritairement des multiplex, ont été déposés en 2013, un record inégalé depuis 2001. Ces multiplex mettent en cause l'existence des cinémas indépendants en captant leur public, en fragilisant leur équilibre économique et en remettant en cause leur vocation de diffusion culturelle. Ainsi, en 2012, les multiplex représentent 8,9% des salles de cinéma, mais captent 60% des entrées et 70% des recettes. Avec une approche cinématographique très souvent largement dominées par les seuls critères de rentabilité d'exploitation, elles font courir à la création un risque croissant. Laisser en dehors des écrans un grand nombre de films et étouffer l'effort de nombreuses salles de cinéma indépendantes pour maintenir une véritable politique de programmation attentive à la qualité de l'œuvre par une diversité de films diffusés et une forte représentation de films art et essai. Les salles indépendantes subissent la concurrence directe, chaque année plus pesante, des multiplex, qui diffusent d'ailleurs eux aussi de plus en plus de films classés art et essai, mais uniquement souvent ceux qui sont jugés porteurs, c'est-à-dire qui sont amenés à rencontrer un large succès auprès du public. Ceux qui précisément permettraient aux salles indépendantes de maintenir un équilibre financier et leur permettraient de mener à bien la globalité de leurs projets de programmation culturelle variés et audacieuse. L'accès des salles indépendantes aux copies nécessaires est donc de plus en plus difficile, sans qu'elles n'obtiennent d'ailleurs par ailleurs pour autant plus de copies sur les grands films commerciaux. La concentration croissante de l'activité d'exploitation remet lentement mais sûrement en cause la pérennité de ces salles et met en péril à terme une diversité des salles inséparable de la diversité des œuvres proposées. Le risque est de laisser s'installer, même avec les meilleures intentions du monde, en élargissant le nombre de multiplex au service de la diffusion accrue du cinéma, mais même avec, pareil, de toutes les meilleures intentions du monde, le risque est d'installer progressivement une véritable standardisation de l'offre culturelle cinématographique, accentuée par des durées de vie des films en salle de plus en plus courtes, seules les salles indépendantes cherchant encore à assurer la diffusion et la durée de vie de certains films supposés moins rentables, les films d'auteur et les premières œuvres. Pour prendre un exemple d'actualité, L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudy connaît aujourd'hui le succès et apporte aujourd'hui à l'auteur la reconnaissance de son talent avec de nombreuses nominations au César. Mais quelles salles ont montré pendant des années les précédents films d'Alain Guiraudy ? Sûrement pas les réseaux les plus commerciaux. L'hégémonie des multiplex et la fragilisation des salles de cinéma indépendantes peut, de surcroît dans certaines zones, signifier la fin d'un cinéma de proximité
entendu au sens géographique du terme, mais pas seulement, aussi au sens d'un cinéma ouvert aux citoyens spectateurs. Les multiplexes sont le plus souvent implantés en périphérie des villes, quand les salles indépendantes l'étaient majoritairement au cœur des villes, même si désormais les multiplexes s'attaquent aussi à l'implantation au centre-ville, précisément là où ont disparu les petits cinémas indépendants. Un seul multiplex, on le sait, par le gigantisme qui caractérise ce type de salle, menace l'existence de plusieurs salles indépendantes, tant sa zone d'attractivité est grande. Une des conséquences peut donc être l'éloignement grandissant, de plus en plus grand, des lieux de diffusion du public. Comment favoriser l'accès de tous à la culture et réduire les barrières symboliques entre certains films et les spectateurs si on augmente sans cesse la distance géographique entre les lieux de représentation et les spectateurs, et si la diversité de l'offre se réduit là où l'accès à la culture devrait au contraire être démultiplié. Cela pose donc des questions d'aménagement du territoire, mais aussi et surtout de démocratisation culturelle. La question n'est pas d'abord là quantitative. Qui dit salle indépendante dit souvent aujourd'hui projet éducatif et culturel. Et c'est même probablement dans cette direction que l'effort public et associatif devrait être encouragé pour soutenir le maintien d'un réseau original de diffusion à côté des plus grandes salles de multiplex. Les salles de cinéma indépendantes sont souvent seules à mettre en œuvre des actions culturelles et des activités éducatives et associatives autour du cinéma. Elles conçoivent leur rôle au-delà de la simple diffusion des films et accompagnent les films par un véritable travail d'animation inscrit dans la durée. Elles sont des lieux ouverts où sont organisés des débats, des séances avec les réalisateurs. Ce sont des lieux de partage autour de l'œuvre. Par ce travail, elles permettent la rencontre d'une œuvre avec son public, particulièrement pour les films à petit budget qui sont les moins médiatisés, mais qui, contrairement aux idées reçues, deviennent alors souvent des films financièrement équilibrés. C'est d'ailleurs de ces constats qu'est née à l'origine la volonté de réglementation de l'implantation des salles de cinéma. Elle est apparue tardivement en France, puisqu'elle surgit pour la première fois en 1996 en réaction à l'implantation d'un multiplex à Caen. Le gouvernement introduit alors un nouveau chapitre relatif aux équipements cinématographiques dans le Code du commerce, dans la loi Royer, afin de maîtriser les conditions d'implantation. Il soumet alors à l'autorisation de la Commission départementale et nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, la création des ensembles de salles de cinéma de plus de 1500 places, seuil relevé par la suite à 2000, afin de faire échec à certains comportements d'opérateurs qui tentaient de contourner la nécessité d'une autorisation en construisant des équipements juste en dessous de la taille critique. Cette procédure, qui a abouti depuis 1997 à l'autorisation de 75% des projets, ce qui est déjà considérable, a été encore assouplie par la réforme de 2007. En effet, la conformité de la législation française de l'urbanisme commercial aux règles communautaires était contestée par la Commission européenne dans le cadre du précontentieux qu'elle a engagé contre la France. Il est cependant important de noter que, contrairement au régime de droit commun en matière d'équipement commercial, le principe du régime d'autorisation des salles de cinéma n'était pas contesté en tant que tel par les autorités communautaires, mais que la procédure a néanmoins été modifiée dans la loi de modernisation de l'économie. La Commission européenne et la Cour de justice des communautés européennes admettent en effet que la préservation de la diversité culturelle et du pluralisme en tant qu'objectif de politique culturelle constitue une raison impérieuse d'intérêt général pouvant justifier certaines restrictions à la liberté d'établissement prévues par l'article 43 du traité constitutionnel européen. Enfin, la Cour de justice a reconnu que certains objectifs liés à la promotion au niveau national de la culture peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général compatibles avec les dispositions de l'article 43 du TCE. Pour autant, les commissions départementales et nationales d'équipement commercial sont remplacées dans cette loi par des commissions départementales et nationales d'aménagement commercial, et les commissions d'aménagement cinématographique sont réformées, notamment dans leurs critères de décision, qui deviennent
alors beaucoup plus généraux. Les projets seront autorisés ou non au regard de deux grandes catégories d'objectifs, la diversité cinématographique d'une part, l'aménagement culturel du territoire, le développement durable et la qualité de l'urbanisme d'autre part. Mais sont notamment supprimés 3 premiers critères en vigueur dans la précédente loi, c'est-à-dire l'offre et la demande globale de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée, fréquentation cinématographique observée dans la zone, situation de la concurrence, accès des films, accès des salles en film. Deuxièmement, la densité d'équipements en salle de spectacle dans cette zone, nature et composition du parc des salles. Et enfin, l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacle de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offres de spectacles cinématographiques. Au lieu de ces critères précis, la loi fait dès lors mention de manière très générale à l'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en fonction des projets de programmation de salles. La référence explicite aux salles de spectacle cinématographiques, à leur nature et au respect d'un équilibre entre les différentes formes d'offres de spectacle a en réalité disparu. Résultat, le nombre de projets autorisés ne cesse de grandir, avec aujourd'hui 78% d'autorisation depuis le nouveau régime. Ainsi, la procédure actuelle ne nous semble pas suffisante pour lutter contre le risque accru de concentration de l'exploitation. C'est pourquoi nous souhaitons réengager le débat sur les modalités d'une politique publique rénovée en faveur de cette diversité. Il nous semble indispensable de créer une procédure d'implantation véritablement fondée sur des critères culturels qui garantissent la diversité des lieux de diffusion. Elle doit, pour ce faire, être affiché, cet objectif de diversité, comme un objectif en tant que tel. Parce que la culture n'est pas un bien commercial comme les autres et que la réglementation actuelle ne permet pas l'existence d'acteurs à même d'assurer la vitalité et la diversité de la création cinématographique, il faut prendre en considération l'effet des implantations sur les cinémas existants. Ne devrait-on pas, dans un premier temps, pour favoriser la politique d'arrêt d'essai et de recherche, définir de manière précise ce que sont ces salles indépendantes, inscrire cette définition dans le code du cinéma et de l'image animée afin de mieux les reconnaître et de mieux les protéger? C'est en tout cas un débat. Il faudrait en tout cas, sans attendre, engager une réforme de la procédure d'implantation et fixer comme préalable à toute nouvelle implantation le respect de la diversité culturelle, de la diversité des offres de salles et le nécessaire maintien de ces salles de cinéma indépendantes. En œuvrant dans un premier temps pour la réforme des dispositions législatives concernant la procédure d'implantation, cela permettrait de poser les premiers jalons d'une réflexion plus large sur les moyens d'une politique rénovée de soutien à la diversité cinématographique. Car c'est évident, la seule réforme de la procédure d'implantation ne peut suffire à elle seule à assurer la survie de ces salles face à la concurrence des multiplexes. Il faut engager plus largement une réflexion sur les politiques de soutien au cinéma, sur le montant et les modalités d'attribution des aides et subventions. Se pose notamment la question de la politique de promotion de la diversité via le classement art et essai. Cette politique de classement permet aujourd'hui à 1 millier de cinémas français, soit la moitié du parc environ, d'accéder à des subventions. Si les modalités de calcul et les critères d'appréciation du travail de programmation des cinémas méritent sans doute d'être clarifiés, il n'en demeure pas moins que cette politique qualitative favorise la diversité des œuvres proposées sur les écrans français, qui se distinguent en cela fortement des autres écrans européens. Les moyens dévolus à cette politique sont cependant insuffisants. Ils ne permettent pas au cinéma concerné de maintenir ces politiques volontaristes d'animation territoriale autour du cinéma face à la concurrence des établissements commerciaux qui, je l'ai dit, exploitent également les films art et essai dits porteurs. Une réévaluation des moyens dévolus à la politique art et essai serait donc nécessaire pour que ces cinémas puissent mener une action pérenne. Il faudrait également revoir les critères afin de réévaluer la dimension de programmation et d'animation des salles de proximité comme critère d'attribution des aides et du classement. Dans la concurrence qui oppose les cinémas indépendants aux multiplex des circuits nationaux,
intervient la possibilité ou non de programmer les films arts et essais trouvant un large public. C'est pour les salles indépendantes une nécessité économique. Les mesures susceptibles de permettre en priorité l'accès des salles indépendantes aux films doivent donc être favorisées. Il faut, pour préserver ces salles, limiter la possibilité pour les multiplexes de s'assurer l'exclusivité de l'exploitation sur ces films, et les obligations de programmation des grands groupes doivent être mieux encadrées. Il me semble également nécessaire de réfléchir à l'idée d'élargissement de l'assiette de la TSA. Actuellement, elle ne porte que sur les recettes des entrées de cinéma. Pourtant, les profits réalisés par les multiplexes reposent désormais sur d'autres produits, les achats en confiserie, les revenus publicitaires. Le cinéma est même ainsi transformé dans certains projets d'implantation, en quelque sorte en un produit d'appel pour la consommation d'autres biens. Nous pensons qu'il faudrait élargir l'assiette de la TSA pour que l'ensemble des recettes de chiffre d'affaires des cinémas, y compris les revenus publicitaires, participent au financement des salles. Ces volets d'action sont intrinsèquement liés les uns aux autres. Ils allient la régulation du marché cinématographique pour une concurrence maîtrisée à la mise en place d'incitations fortes de politiques publiques en faveur de l'action culturelle et la garantie pour les salles indépendantes de disposer des outils nécessaires pour faire face à la concurrence accrue que représentent les nombreuses créations récentes ou à venir de multiplex. Sans ces différentes actions, beaucoup de salles sont aujourd'hui menacées. Je voudrais conclure en disant qu'à l'heure où la réduction des budgets publics des collectivités locales et les menaces pesant sur ceux dévolus aux associations, à l'heure où toutes ces menaces grandissent, alors que les collectivités locales et les associations sont souvent des partenaires indispensables de ces salles de cinéma, la responsabilité des pouvoirs publics et du législateur est donc grande. Je le répète pour conclure, le cinéma français se porte bien pourvu qu'on le sauve. Je souhaite donc que notre débat ne soit pas que des paroles et qu'il ouvre la porte à de nouvelles et indispensables évolutions législatives. Le groupe CRC est prêt à prendre, au lendemain de ce débat, toutes les initiatives nécessaires, jusqu'au dépôt d'un projet de loi auquel nous avons déjà largement travaillé. Merci. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Françoise Férat pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'associer à mon propos à suivre mes collègues du groupe UDI-UC et en particulier Catherine Morin-Desailly, passionnée par ces thèmes culturels. Ces 20 dernières années ont été marquées par des mouvements de flux et de reflux au sein de l'exploitation cinématographique française, aussi bien en termes d'ouverture et fermeture de salles qu'en termes de fréquentation. Comme nous le savons tous, l'apparition des grands complexes multisalles au début des années 1990 est le principal élément venant éclairer ce phénomène. De 22 multiplexes dénombrés par le CNC en 1996, on en comptait 176 en 2011, soit une dizaine de plus chaque année en moyenne. 36 projets d'implantation de multiplex ont par ailleurs été déposés devant les commissions départementales d'aménagement cinématographique en 2013 et un record inégalé depuis 2001. Si leur implantation massive ont permis au parc en salle de se redéployer et ont favorisé une hausse de la fréquentation, cela s'est fait aux dépens d'une grande partie de l'exploitation cinématographique déjà en place, en particulier dans les moyennes et petites villes. Dans ce contexte, le parc indépendant dit d'art et d'essai a réussi jusqu'alors à se maintenir grâce à son engagement dans un processus d'opposition à l'uniformisation, je savais que ce serait difficile, passant par une programmation particulière et une activité d'animation intense, notamment en direction du jeune public, soutenu par les instances françaises et européennes, ainsi que par une part importante d'un public souvent très fidèle. Le goût de type de cinématographie donné, le respect de certains principes, comme voir les films en version originale, ou le sentiment de bien-être généré par un lieu font que la plupart de ces spectateurs restent attachés à leur établissement.
L'avenir de l'exploitation cinématographique a donc semblé, pendant quelque temps, pouvoir se dessiner sur ce duopôle, avec d'un côté les grands complexes cinématographiques commerciaux et de l'autre les salles indépendantes développant des politiques d'éducation à l'image. Mais aujourd'hui, comment appréhende-t-on l'équilibre entre les deux types d'établissements? Mon propos est triple et je défends ici 3 objectifs. D'abord, l'éducation culturelle. Il est plutôt de l'apanage des salles indépendantes d'apporter un accompagnement plus précis à l'éducation par l'image, notamment grâce aux dispositifs écoles, collèges, lycées et apprentis au cinéma. Ensuite, et c'est important que le Sénat y soit sensible, l'aménagement équilibré du territoire. La plupart du temps, les salles arts et essais sont implantées au cœur des petites ou moyennes villes. Elles sont un élément structurant de l'animation culturelle et sociale de celle-ci, impliquée et en parfaite adéquation avec les désirs des associations, des structures ou des politiques culturelles de leur cité. Enfin, pour un développement harmonieux à côté des multiplexes qui répondent à un besoin et à un dynamisme du cinéma, il faut préserver les artisans du cinéma, les indépendants qui ont un parti pris, une passion du métier qui assure une diversité culturelle à notre territoire. Tous ces items remplissent par ailleurs les critères d'un développement durable. Ainsi, dans la continuité des politiques publiques menées depuis 50 ans en matière de préservation de la diversité, une nouvelle politique culturelle apte à garantir la diversité des lieux de diffusion des œuvres doit être prise. Cette politique devrait notamment redéfinir les modalités de la régulation de l'implantation de nouvelles salles. Les commissions départementales d'aménagement cinématographique intéressées prendraient alors en considération, dans la procédure d'autorisation des établissements nouveaux, leur effet sur les cinémas existants, et particulièrement les cinémas qui jouent notamment, à travers la politique de l'art et d'essai, un rôle d'intérêt général. Cette politique devrait également renforcer la politique de promotion de la diversité que représente le classement, au travers notamment d'une clarification des modalités de calcul et des aides apportées aux salles. Ces financements devraient opérer une certaine péréquation horizontale et prendre réellement en compte la programmation et l'animation comme principaux critères d'évaluation. Par ailleurs, il faut d'une part favoriser l'accès aux films pour les cinémas arts et essais, et d'autre part respecter les accords conventionnels qui encadrent la diffusion. En effet, premièrement, les cinémas arts et essais indépendants doivent avoir accès aux copies des films plus facilement. Certaines salles sont pénalisées de ce circuit de distribution. Dans un second temps, les accords entre les indépendants et les géants nationaux doivent être confortés. Il faut affirmer cet équilibre. Ainsi, la multidiffusion d'un même film au sein des multiplexes, en encadrant la pratique dite du self-sing. Alors, vous savez évidemment ce que c'est. Ça consiste à diffuser un même film à travers une seule copie sur plusieurs écrans en simultané. Et celle-ci ne doit être qu'exceptionnelle. Autre sujet fondamental que devrait saisir une politique ambitieuse, le renouvellement du matériel numérique. Si des dispositifs et des financements ont pu être élaborés pour l'équipement des salles avec ces technologies, rien n'a été prévu concernant le renouvellement du matériel, alors que l'obsolescence du matériel numérique est très rapide. Il m'apparaît donc comme urgent de réfléchir collectivement, puissance publique et organisations professionnelles, sur les modalités d'une aide pérenne de la mutation numérique de ces salles, au risque sinon de voir le parc se scinder en deux, avec d'une part des salles qui seront toujours équipées des nouvelles technologies dernier cri, et d'autre part les autres salles ne pouvant éventuellement pas diffuser certains films en raison d'équipements vétustes. Enfin, Madame la Ministre, de façon plus large, je sais que c'est difficile, financièrement j'entends, l'État devrait pouvoir réfléchir dans le cadre de ses compétences à la mise en place d'aides spécifiques à la diffusion culturelle cinématographique en concertation avec les collectivités territoriales volontaires. Et comme vous le savez, mes chers collègues, le président du Centre national de la cinématographie a chargé notre ancien collègue Serge Lagauche d'une mission afin d'évaluer la nouvelle procédure d'autorisation et ses impacts
au regard de la diversité de l'offre et de l'aménagement du territoire. Le rapport qui doit être rendu dans les prochains jours fait état des auditions menées qui concluent toutes au maintien indispensable de la procédure d'autorisation préalable d'aménagement. Et mes chers collègues, le cinéma est un art et pas seulement une industrie. La reconnaissance par les pouvoirs publics de cette affirmation implique que des politiques culturelles claires et efficaces protègent cette industrie artistique toute particulière. Car n'oublions pas qu'au-delà même du rôle de diffusion culturelle, de diffusion des arts, des cultures et des savoirs, les salles de cinéma indépendantes sont des lieux de débat et d'échange dans nos villes, des lieux de partage entre nos concitoyens que nous avons le devoir de défendre et de promouvoir. Cette situation de concurrence frontale et profondément inégale que subissent les cinémas indépendants trouvera-t-elle une issue par l'organisation d'une énième table ronde sous l'égide du ministère de la Culture ou par le retour d'une politique culturelle à la ligne claire et précise? Je souhaite que l'ambition politique soit donc au rendez-vous, au service du cinéma français, de l'exception culturelle et de la préservation de cette importance que nous avons de tout temps prêtée à la culture. Je vous remercie. Merci Madame Ferrat. La parole est à Monsieur Michel Le Scouarnec pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le débat qui nous anime ce soir aurait mérité un coup de projecteur plus lumineux que cette heure tardive, certainement choisie pour nous rappeler le plaisir de plonger dans les salles obscures. À nous la découverte de nouvelles réalisations, de nouvelles créations artistiques, mais néanmoins je constate que la dernière séance n'attire pas forcément la foule. Car dans ce débat, il s'agit avant tout du plaisir de découvrir certaines œuvres dites plus confidentielles que n'offrent pas toujours de grands multiplexes qui n'ont pas l'audacieuse idée de proposer à leurs spectateurs ces films en raison de la recherche prioritaire de la rentabilité financière. Les temps de crise ne sont hélas pas le temps des cerises, Madame la Ministre, pour la culture, avec un budget qui continue à baisser régulièrement. Parents pauvres, la culture souffre et ne va pas très bien. De l'enthousiasme, même si vous en avez, il en faudrait sans doute beaucoup plus, ou de la part du gouvernement, pour insuffler un vrai souffle progressiste, à savoir considérer la culture comme un outil d'émancipation humaine et de progrès social. Il nous faut des actes majeurs afin d'être à la hauteur des ambitions d'André Malraux. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, le manque d'implication dans les affaires culturelles est criant. Les structures perdurent tant bien que mal alors que les moyens diminuent en continu. L'exemple des cinémas indépendants ou municipaux illustre parfaitement cette situation, comme l'a exposé Pierre Laurent tout à l'heure. Les DRAC avaient pour objet de porter une politique nationale dans chaque territoire. Malgré tout, la culture subit de plein fouet la disparité des situations d'un territoire à l'autre. L'État, censé être garant d'égalité de traitement, devrait remplir son rôle de subsidiarité auprès des collectivités locales afin de réduire les charges financières, mais il ne le fait pas. Et que dire de la situation du spectacle vivant, de la création artistique, de la presse et des salles de cinéma indépendantes, tant l'obscurité du tunnel semble épaisse. L'art et la culture à l'école ne se limitent pas à l'enseignement de l'histoire-géographie, ils répondent plutôt à des enjeux d'éducation, comme l'acquisition d'une culture commune, une ouverture d'esprit, une éducation à la citoyenneté ou un moyen de lutte contre les inégalités constitue un vrai moyen de réussite scolaire, un vrai tremplin pour la vie. Les différents projets d'école ou de collège au cinéma témoignent de l'importance de ces actions de médiation en faveur du jeune public qui, bien souvent, dans nos territoires ruraux, n'ont pas un accès évident aux salles culturelles. À Auray, dans le Morbihan, que tout le monde connaît pratiquement, un cinéma indépendant engagé dans ces initiatives et porteur d'une programmation exigeante mais abordable par tous a eu maille à partir avec l'implantation de multiplexes aux alentours. Dans nos grandes villes du Morbihan, elles sont grandes, mais enfin plus petites que la région parisienne évidemment, mais
Lorient, Lanester, Vannes. Donc le Auray va également perdre son petit cinéma. Ne tient plus qu'à un fil et il va disparaître malheureusement d'ici quelques mois, avec sa petite salle art et essai. Une vraie perte pour le lien de proximité et son apport de qualité. Il faut que cohabitent, je pense, les petites salles et les multiplexes dans un aménagement raisonné du territoire. Si les petites salles proposent une offre plus diversifiée et contribuent au lien social et culturel fort, certes, les multiplexes, malgré tout, permettent également d'accueillir un nombre plus important de spectateurs, ce qui est également positif pour la création de films. Mais de grâce, ne multiplions pas les multiplexes. Aidons d'abord et avant tout les petites salles à survivre et à rayonner, elles en ont le plus grand besoin. Aussi, pour faire vivre l'action culturelle et plus particulièrement cinématographique, pour viser la diversification des publics, il faut une politique forte, passionnée et ambitieuse. Il faut tendre à une vraie démocratie culturelle par une meilleure appropriation de tous des enjeux et des valeurs. Pour y parvenir, il nous faut un service public refondé, en concertation avec les professionnels du secteur et leurs besoins au service de la population et intégrant les collectivités territoriales. Ces dernières se sont beaucoup impliquées et ont beaucoup investi ces dernières années, notamment à travers la création de salles de cinéma municipales. Elles attendent un engagement fort de l'État. Je souhaiterais profiter également de ce débat en l'élargissant pour rappeler la préoccupante situation des intermittents du spectacle, ces professionnels sans qui nos écrans de cinéma resteraient désespérément noirs. Du désespoir, les intermittents en sont accablés tant la responsabilité d'un déficit imaginaire pèse sur leurs épaules. Les annexes 8 et 10, unanimement reconnues comme indispensables pour la promotion et la richesse des pratiques culturelles professionnelles de notre pays, sont arrivées à échéance au 31 décembre 2013. Il y a donc urgence à apporter des réponses à des professionnels du spectacle vivant et de l'audiovisuel qui doutent légitimement pour leur avenir. Sans ce système d'intermittence, il n'y aurait pas de droit à une juste rémunération pour eux et donc pas d'offre artistique de qualité pour les spectateurs. De plus, la négociation des annexes 8 et 10 serait l'occasion de procéder à une répartition plus juste des allocations versées aux intermittents, notamment les plus précaires d'entre eux, comme le cas des congés maternité pour les intermittentes, et de lutter efficacement contre les pratiques abusives de certains employeurs qui usent de ces dispositions ou dispositifs pour employer des salariés permanents. C'est d'ailleurs souvent le cas dans les entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle. Toutefois, cette réforme ne devrait pas s'effectuer au détriment des artistes, des interprètes ou des techniciens, en augmentant considérablement le nombre d'heures exigées ou bien en réduisant les allocations, mais bien de les accompagner au mieux dans leur profession. Avant d'envisager une exploitation cinématographique indépendante forte, il nous faut songer à sauvegarder, pérenniser et développer ce système de l'intermittence. Notre regard sur l'exploitation cinématographique ne peut s'envisager non plus sans les prismes d'une part des droits d'auteur et d'autre part de la reconnaissance de la spécificité des métiers d'exploitant de salles de cinéma indépendantes. Voilà deux questions qui mériteraient elles aussi un débat pour que l'exception culturelle française, dont nous sommes tous fiers dans cette Assemblée, ne se conjugue pas au passé dans les années à venir. Vous l'avez compris, mes chers collègues, le cinéma comme la culture ne seront jamais un supplément d'âme. Au contraire, dans ces temps d'austérité, la culture est ce qui permet de maintenir un destin individuel, mais aussi de participer à l'élaboration d'un destin collectif. La culture, c'est le soleil dont nous avons tous besoin par mauvais temps. Et comme je suis breton, je peux vous dire que le mauvais temps, on sait ce que ça veut dire. C'est tout le sens de l'engagement du groupe CRC en faveur de la relance des politiques publiques de l'art et de la culture et pour la refondation d'un grand service public de la culture qui permette de rendre accessibles à toutes et à tous les œuvres de l'humanité sur l'ensemble du territoire. Jean Vilar en rêvait, à nous de le concrétiser, à nous de le partager. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Danielle Michel pour le groupe socialiste.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, président du Festival de Cannes en 2009, Quentin Tarantino avait poussé un cri du cœur que je reprends à mon compte ce soir en guise de propos liminaires. Vive le cinéma! Oui, vive le cinéma et vive sa diversité. En France, le cinéma est comme une évidence. À Paris, capitale historique en ce domaine, plus que n'importe où ailleurs. Ici, chaque semaine, plus de 400 écrans, dont près d'une centaine labellisés Art et Essai, diffusent plus de 500 films. Des grands complexes côtoient les salles indépendantes, des films à gros budget partagent l'affiche avec des réalisations plus anonymes. Un succès qui trouve ses racines non loin d'ici, rue de Rennes, là où les frères Lumière décidèrent d'organiser la première diffusion publique. C'était en 1895. 120 ans après, des chiffres témoignent du dynamisme de ce secteur en France. 217 millions d'entrées enregistrées en 2011, un niveau inégalé depuis près de 50 ans, une forte progression de la fréquentation depuis le début des années 90. La France est aussi le premier des 28 pays de l'Union européenne en part de marché de son cinéma national, 30 à 40% en moyenne contre 5 à 20% chez nos voisins. Non seulement un rayonnement culturel du cinéma en France, mais du cinéma français lui-même. Je salue alors les victoires essentielles que notre gouvernement, et vous, Madame la Ministre, avez remportées en 2013 pour l'exception culturelle. Le 7e art représente également pour notre pays une activité économique de premier plan, un secteur stratégique qui mobilise directement sur notre territoire des dizaines de milliers d'emplois. En définitive, notre cinéma conjugue performance et expression d'une immense diversité, de toutes les diversités. Une diversité de la programmation tout d'abord, que les films répondent à un registre codifié, partagé par un large public, qu'ils soient plus confidentiels, qu'ils bousculent les formes établies par le sujet choisi et ou par leur construction esthétique. Une diversité des publics, une diversité des types d'établissements aussi, multiplex ou salles labellisées Art et Essai, qui répondent à un cahier des charges spécifique. Un maillage territorial, enfin, qui répond à une ambition d'aménagement culturel du territoire et qui permet au cinéma d'être présent en centre-ville, en zone périurbaine ou dans les territoires ruraux. Cette offre probante, inégalée dans le monde, est le fruit d'un long combat politique qui fait vivre une diversité de lieux et d'œuvres. Elle est le résultat d'un modèle de financement vertueux dans lequel ce sont les marchés de la diffusion eux-mêmes qui, sous presque toutes leurs formes et tous leurs supports, contribuent directement au renouvellement de la création grâce aux taxes affectées. Ce modèle redistributif, de l'aval vers l'amont, est historiquement celui de la politique de soutien au cinéma et à l'audiovisuel, et ce, depuis la création du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, établissement public garant de cet écosystème. Mais ce combat doit aujourd'hui se poursuivre, parce que l'évolution du cinéma est aujourd'hui marquée par des incertitudes. Rappelons des données récentes. Depuis 2009, les 200 millions d'entrées avaient toujours été atteintes. Cela n'aura pas été le cas en 2013. Pour la première fois depuis 10 ans, aucun film n'a dépassé les 5 millions d'entrées. Et malgré des succès notables, notamment en fin d'année, il y aura eu moins de films français que les années précédentes à atteindre le million de spectateurs. C'est donc une fluctuation à la baisse du cinéma en France ces dernières années et du cinéma français lui-même. Rappelons ensuite que si les résultats globaux résistent en vérité mieux qu'ailleurs, ils masquent des réalités très contrastées. Alors que quelques grands succès ont une part essentielle dans l'évolution des entrées, de nombreux films sont réduits en parallèle à des parcours très chaotiques et éclairs. La part des films de budget moyen, les films du milieu, a quant à elle fortement diminué. Quels sont alors les risques pour l'avenir? Que le fossé se creuse entre les différents types d'établissements, entre les salles appartenant aux grands groupes et les salles indépendantes qui disposent de peu d'écrans. N'oublions pas, 80% de salles représentent 20% des entrées. Que cette concentration affaiblisse des logiques de solidarité, notamment territoriales.
que cette bipolarisation remette en cause au final l'accès de toutes et de tous à une offre large de qualité. Ces déséquilibres menacent en réalité l'efficacité de notre modèle vertueux qui allie diversité culturelle et prospérité économique. Ils appellent de la part des responsables politiques l'impulsion d'un nouveau plan d'action qui s'inscrive une nouvelle fois dans la durée. Certes, les raisons de cette baisse de la fréquentation sont multifactorielles et en partie conjoncturelles. Crise économique, diminution du pouvoir d'achat, absence de très gros succès en 2013. Mais les nombreux défis qui s'imposent aujourd'hui au cinéma correspondent surtout à des évolutions profondes et durables. La modification des rythmes médiatiques et de leur enchaînement, des changements technologiques considérables et rapides, une évolution sensible des pratiques sociales en matière de consommation des images, une logique de service dont la dématérialisation est croissante, une chronologie des médias dont les fondements datent de plus de 20 ans et qui est devenue obsolète au regard des évolutions culturelles, sociales et technologiques mentionnées. Et au final, cela entraîne des perturbations non négligeables du modèle du financement du secteur. Sur le plan technologique, le passé nous enseigne que face aux fluctuations de la fréquentation, les discours alarmistes ont toujours existé. Ainsi, l'effondrement depuis la fin des années 60 et jusque dans les années 90 a pu être expliqué par la montée en puissance de la télévision et la multiplication des supports de diffusion. Le cinéma, en toute logique, était appelé à voir d'autres supports le supplanter. Mais depuis 1992, cette diversification de l'offre, qui ne s'est jamais démentie, n'aura pas empêché les entrées en salle d'augmenter de près de 90%. Une remontée en puissance qui s'explique par un volontarisme politique engagé sur plusieurs décennies. Là est la clé. Une symbolique du cinéma entretenue au plus haut niveau politique en tant qu'art, en tant que média singulier et en tant que pratique sociale. Une symbolique qui s'est traduite dans le renouvellement et la diversification du parc des salles en France. Parce que oui, le dynamisme de ce secteur et ce qu'il défend, socialement et économiquement, est étroitement lié à la gestion des salles et à leur exploitation. À tous ces entrepreneurs indépendants, salariés ou bénévoles qui font vivre le cinéma sur nos territoires. C'est à ce niveau que le débat se situe ce soir, et je le crois à juste titre. La salle se trouve en effet à une étape charnière, en aval de la filière cinématographique, en amont de la chronologie des médias et d'une longue séquence d'exploitation. Désormais concurrencée horizontalement par d'autres modes de diffusion, dans un système audiovisuel et multimédia innovant. Concurrence aussi des salles entre elles. L'exploitant se trouve également, nous le savons, à la source du financement de la création. En somme, aujourd'hui comme hier, la problématique posée aux politiques publiques en matière de cinéma est la suivante. Quel devenir des salles face aux évolutions contemporaines, qu'elles soient technologiques, économiques ou sociologiques ? Parce que la bonne régulation de l'exploitation des salles est un levier pour maintenir ces deux caractéristiques du modèle français, à savoir la pérennité d'un tissu industriel vivant et le maintien d'une production diverse et attractive. Or, les plus petits établissements, qui sont aussi les plus nombreux, rencontrent des difficultés. J'en citerai quelques-unes. Le déploiement de la numérisation a sous-entendu un coût très important. Ces efforts n'aurait pas été possible sans un dispositif de régulation et un soutien public. Toutes les salles dans mon département ont été numérisées grâce à des aides financières publiques à hauteur de 80%. Le pouvoir de négociation semble être de plus en plus restreint pour les exploitants indépendants face aux distributeurs. Se pose la question de l'accès aux copies numériques dans un système de plus en plus concentré, très favorable aux grosses structures. Le rapport de la commission diffusion du CNC du 8 juillet 2013 a mis en exergue que la petite exploitation connaît des conditions d'approvisionnement moins favorables. La médiatrice du cinéma a été saisie à de nombreuses reprises sur les difficiles conditions d'accès aux films au-delà des premières semaines d'exploitation et des exigences économiques devenues trop lourdes.
Et alors que les cinémas indépendants ont un très faible accès aux titres, les grands exploitants se positionnent de leur côté sur le cinéma indépendant porteur. Une concurrence frontale qui s'intensifie, une concurrence d'autant plus déséquilibrée et préjudiciable que les multiplexes réagissent en termes de rentabilité, non en termes d'aménagement du territoire et de diversité. Dans le passé, les petits exploitants avaient su gagner du terrain afin d'accéder plus rapidement aux films. Aujourd'hui, ces notions de circulation et de partage ne sont plus valides. Deux types de conséquences négatives, économiques d'une part et en termes de diversité de l'offre d'autre part. Dans les grandes villes universitaires, mais aussi dans les villes moyennes et en milieu rural, les salles d'art et essai, qui accueillent près de 50 millions de spectateurs par an, partagent l'ambition de défendre et de promouvoir le pluralisme dans la diffusion et la création, notamment face à une hégémonie renforcée du modèle hollywoodien et à une concentration toujours plus forte. Cette ambition sera de plus en plus difficile à respecter en l'absence d'une régulation repensée. Ce qui est alors demandé, c'est que les choix de programmation restent autant que possible de la responsabilité de l'exploitant et non pas qu'ils soient contraints ou réalisés par défaut. Dans ce contexte mouvant, en évolution technologique perpétuelle, économiquement incertain, les exploitants ne restent d'ailleurs pas inactifs. Développement de politiques d'action culturelle tournées vers l'accompagnement de publics de proximité, festivals ou avant-premières, reprises. Et la salle n'est plus considérée comme un simple lieu de projection, mais devient un lieu de réunion, de débat, d'exposition. Le soutien aux salles de proximité sur nos territoires est en effet un facteur essentiel. Dans mon département, le Conseil général, avec ses partenaires, conduit en la matière une politique dynamique et ambitieuse et se positionne sur l'ensemble de la chaîne, de la création des films jusqu'à la projection pour le public, du producteur à l'exploitant. Le soutien à la diffusion passe aussi par l'aide au maintien d'un parc de salles de qualité et par un accompagnement financier des communes ou groupements de communes dans leurs projets de construction, d'aménagement et d'équipement des salles de cinéma. Actuellement, le département des Landes renouvelle avec le CNC notamment une convention de développement cinématographique et audiovisuel pour les années 2014, 2015 et 2016. Sans ce genre d'action, le devenir des salles de cinéma indépendantes, qu'elles soient privées, associatives ou publiques, serait menacé. Mais un nouveau plan d'action global est nécessaire. Je le constate, c'est le sens de la politique que vous menez, Madame la Ministre. Je pense à la négociation récente menée avec la Fédération du cinéma français, à laquelle tous les exploitants adhèrent en faveur du jeune public, 4 € la place pour les moins de 14 ans, en contrepartie d'une baisse de TVA. Des premières réformes ont été engagées pour moderniser le financement de la création et associer la contribution de nouveaux acteurs et de nouveaux publics. Vous entendez apporter des réponses pérennes. Les Assises pour la diversité du cinéma français, organisées le 23 janvier 2013 à votre demande, se sont inscrites dans ce cadre. Elles ont permis de rappeler la pertinence du modèle de financement de notre industrie cinématographique. Elles ont confirmé la nécessité de procéder à de nouvelles adaptations de ce système dont la réforme régulière est gage d'efficacité. Des études ont été menées pour un meilleur financement du cinéma d'auteur et sur l'économie des films français. Des rapports remarqués ont avancé des préconisations. L'acte 2 de l'exception culturelle à l'ère du numérique et celui que vous a remis en début d'année, M. Bonnel, relatif au financement de la production et de la distribution cinématographique à l'heure du numérique. 50 propositions au service de quels objectifs? Une meilleure répartition du risque entre les professionnels existants et à venir du secteur. Une réorientation des financements existants vers notamment des films du milieu. Une amélioration de la diffusion des œuvres pour renforcer et diversifier les débouchés des films fragiles sur les différents marchés, notamment dans les salles. Sur ce dernier point sont notamment envisagés de nouveaux accords sur les conditions générales de location qui prévoiraient une exposition minimale des films, un dialogue entre exploitants et distributeurs pour mieux favoriser l'accès des œuvres aux salles, en particulier arts et essais, une meilleure promotion des œuvres en salle
en des termes commerciaux raisonnables. Des réflexions sont aujourd'hui en cours et donneront lieu à des mesures au service d'un cinéma divers, exigeant et populaire. À ce jour, Madame la Ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions quant au calendrier des travaux et de la mise en œuvre de ces propositions, afin de favoriser notamment un meilleur accès aux copies numériques pour les salles indépendantes? Le projet de loi création, tant attendu, sera vraisemblablement le support pour traiter, au moins en partie, la question. Avez-vous un calendrier d'examen de ce texte à nous communiquer? Je vous remercie. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Philippe Hénol pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en 1988, dans le film Cinéma Paradiso, Philippe Noiret nous communiquait, ainsi qu'à tant d'autres spectateurs, le goût complice du beau cinéma, le plaisir inoubliable des grands films, l'atmosphère incomparable des salles obscures. Voilà un film qui, j'en suis sûr, sera revenu à l'esprit de beaucoup d'entre nous en abordant le débat que le groupe CRC nous propose ce soir, un débat légitime et important pour un sujet sur lequel nous partageons, je le pense, beaucoup de préoccupations. Car si le titre que j'évoquais à l'instant réveille en nous un souvenir nostalgique, ce n'est pas seulement celui d'un film et d'acteurs que nous avons aimés, c'est aussi celui d'un monde du cinéma qui nous a fait rêver, avec ses projectionnistes, ses personnages, ses artisans, mais qui aujourd'hui s'interrogent. Nos collègues du groupe CRC, en effet, n'en appellent pas à la nostalgie. Ils ont souhaité un débat sur l'avenir de l'exploitation cinématographique indépendante. Et c'est bel et bien vers l'avenir qu'il faut nous tourner. Déjà, à l'époque de Cinéma Paradiso, le cinéma de loisirs, à travers les films à grand spectacle, existait et se taillait la part du lion dans ce qu'il faut bien appeler l'industrie cinématographique. Cette dualité, c'est celle que nous retrouvons dans le domaine de la diffusion des œuvres. Les grands multiplexes des grandes compagnies accueillent un public toujours plus nombreux. Mais les salles indépendantes, confrontées d'une part à cette concurrence et d'autre part aux mutations, notamment technologiques, de cette activité, rencontrent des difficultés croissantes. La première question que je souhaite évoquer dans ce débat sur l'avenir des salles indépendantes, c'est par conséquent celle de cette structure duale du réseau de diffusion des œuvres cinématographiques. Si celle-ci peut s'envisager comme une pression forte de la concurrence des grands acteurs du secteur sur les petites salles, elle n'est pas pour autant exclusive de certaines vertus, à condition, et c'est le cas, que les pouvoirs publics veillent à préserver une politique de redistribution intelligente entre les deux. La France, grâce à sa politique en faveur de la diversité culturelle, est parvenue à protéger cet écosystème dans lequel les salles d'art et d'essai permettent à un large public d'accéder à des œuvres souvent plus exigeantes, souvent aussi moins rentables que celles diffusées par les grands distributeurs. Les acteurs de la distribution cinématographique indépendante se caractérisent eux-mêmes par une réelle diversité. Ce sont les salles privées, les salles associatives ou encore les salles publiques, souvent pour ces dernières adossées à une politique culturelle communale très volontariste. Ce sont aussi des festivals de cinéma qui favorisent la découverte et l'accès à des œuvres méconnues, parfois françaises, parfois étrangères, mais très souvent situées hors des circuits commerciaux traditionnels. Nous avons, dans ma commune de Conflans-Sainte-Honorine, à la fois une salle indépendante située en centre-ville et dont la programmation est d'une très grande qualité, et un multiplex plus éloigné, bénéficiant évidemment d'une forte fréquentation. Si la concurrence existe et que nous devons veiller à préserver un équilibre qui, bien sûr, n'est pas naturel, cette situation de dualité propre à la France fait de nous un pays en pointe dans la défense de l'exception culturelle. Et c'est un fait qu'en France, plus qu'ailleurs, l'accès à des œuvres originales et de qualité est possible. Pour autant, les salles de cinéma indépendantes subissent, en raison même de leur exigence artistique, une situation commerciale complexe. Leur taux de rentabilité n'est pas et ne peut pas se comparer à celui des grands distributeurs, qui diffusent des films en fonction du nombre d'entrées escomptées et qui réalisent de phénoménales économies d'échelle par la taille et la concentration de leurs salles. Il y a quelques mois, Madame la Ministre, le Groupement national des cinémas de recherche vous a remis un manifeste pour une exploitation indépendante qui a eu le mérite d'ouvrir la discussion sur un certain nombre de préoccupations. Il faut bien sûr entendre ces inquiétudes relatives par exemple aux modalités de la régulation des implantations de salles nouvelles. Il faut aussi intégrer les réflexions sur la façon de mieux coordonner l'action culturelle cinématographique avec les actions éducatives,
tant il est vrai que l'éducation à l'image des jeunes publics est un enjeu de pédagogie immédiat et d'avenir pour les pratiques culturelles. De manière générale, comme le soulignent avec raison les membres de l'Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, le soutien aux salles indépendantes est partie prenante du soutien à la création indépendante. En effet, sans la rencontre avec le public que permet le diffuseur, en salle ou en festival, les œuvres cinématographiques ne peuvent pas avoir d'existence réelle. Or, cette dualité que j'évoquais tout à l'heure met en jeu ni plus ni moins que la coexistence du secteur marchand et même industriel existant dans le cinéma avec l'aspect artistique dont la rentabilité n'est qu'une considération accessoire. Dans ce contexte, comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à agir sur ce marché international de l'industrie cinématographique de manière à protéger l'exception culturelle française à laquelle nous sommes tous profondément attachés ? Il ne s'agit pas, vous l'avez bien compris dans mes propos, de déconsidérer l'industrie cinématographique en tant que telle. Elle participe des loisirs et des divertissements, elle crée de la richesse et elle crée des emplois. Tout l'enjeu consiste dès lors à ne pas sacrifier le 7e art aux seules considérations économiques et aux seuls mécanismes du marché. C'est bien là, Madame la Ministre, qu'intervient l'action de votre administration dans toute sa légitimité et dans toute sa nécessité. Il s'agit très concrètement d'apporter une assistance spécifique à l'exploitation cinématographique indépendante, fondée sur le constat que ces salles jouent un rôle précieux et irremplaçable dans les domaines de la diversité culturelle, de la diffusion des œuvres, de l'éducation des publics. Oserais-je dire un rôle de quasi-service public. Dans ce cadre, les défis à relever par les salles indépendantes sont nombreux et l'aide à leur apporter diverses. Le défi technologique est ainsi essentiel. La numérisation des salles constitue un saut à effectuer, nécessaire mais coûteux. Dans ce domaine aussi, les petites salles sont désavantagées. Le Centre national du cinéma a mis en place un outil extrêmement utile sous forme de subvention destiné à l'aide sélective à la modernisation des salles sous-équipées. Les collectivités territoriales participent également bien souvent à ce type de dispositif. Enfin, demeure la question de la régulation des autorisations accordées en matière d'exploitation commerciale par la Commission nationale et les commissions départementales en ayant la charge et relevant du ministère. C'est un vrai sujet qui participe à l'aménagement de nos territoires sur un plan aussi essentiel que l'accès à des offres culturelles originales. Dans ce domaine aussi existent des inégalités territoriales qu'il revient au pouvoir public de veiller à réduire. Sans doute pourrait-on réfléchir à davantage associer les acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, à ces décisions d'autorisation d'exploitation. C'est du moins, me semble-t-il, l'une des pistes de réflexion que certains d'entre vous ont déjà évoquées d'ailleurs. Au moment de conclure, chers collègues, je tiens à adresser de nouveau mes remerciements au groupe CRC qui nous permet de parler de cinéma ce soir, ce qui n'est pas si fréquent ici dans notre hémicycle. Mais le débat que nous avons montre surtout les grands enjeux relatifs à l'avenir de l'exploitation cinématographique indépendante. Concilier visée culturelle et logique économique n'est pas chose simple à l'évidence. Le Sénat indique aujourd'hui au gouvernement qu'il est prêt à apporter sa contribution sur ce sujet important. Merci. Merci. La parole est à Madame Marie-Christine Blandin pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, en France, la création cinématographique est foisonnante grâce à un outil précieux, le CNC. Mais pour que vive la diversité des films, il nous faut veiller à la distribution. Aujourd'hui, l'exploitation cinématographique est partagée entre les grands complexes commerciaux et les salles dites indépendantes proposant des films d'auteur, des films du monde, des courts-métrages, face à des mastodontes adossés à de grands groupes qui possèdent des équipements atteignant 23 salles et 7286 sièges, c'est chez moi. Le cinéma indépendant tente de survivre sans obtenir les copies de films porteurs, sans offrir le clinquant des multiplexes, sans proposer de formules d'abonnement qui fidélisent les cinéphiles, et il est donc bien souvent menacé, face à une situation économique délicate, de baisser le rideau. Le CNC les a aidés à la numérisation, et s'il n'avait pas été écrêté par Bercy, il aurait pu soutenir
la nécessaire accessibilité à tous. Fort heureusement, il existe toujours en France des salles, le Ciné 104, la Clé, les Majestiques, les Méliès au cœur des villes, des vrais quartiers, parfois piétons, près de vrais cafés, ces salles où on peut voir des œuvres du monde entier. Ces salles, notamment celles dites d'art et essai, jouent un rôle moteur dans la diffusion du 7e art. Elles auront encore besoin du CNC, car le numérique, c'est l'entrée dans l'obsolescence programmée. Le soutien financier de l'État et des collectivités leur sera indispensable afin qu'elles puissent continuer à faire découvrir et promouvoir les œuvres. On est loin de cette pratique des multiplexes qui déprogramment soudainement un film en fonction de son résultat, favorisant le quantitatif au détriment du qualitatif et de la création. L'encadrement et l'implantation de nouvelles salles de cinéma est indispensable à l'ensemble de la filière. Un maillage fort de salles indépendantes constitue une condition essentielle au maintien de la diversité de l'offre, de son exposition, particulièrement pour les films dits exigeants qui exigent un accompagnement dans la durée. A contrario, l'envahissement des villes et périphéries par les multiplexes véhicule, hélas, les mêmes dérives que la grande distribution. Bâtiments gigantesques de béton et de tôle entourés de parkings, de fast-food, canalisation industrielle des flux humains pour ce qui est de l'aménagement, uniformisation, écrasement de la diversité, flexibilité de la programmation pour ce qui est de la culture. On y amène son cerveau comme on amène son caddie à l'hypermarché. Pour toutes ces raisons, les écologistes défendent et défendront toujours l'exploitation indépendante, dont les difficultés méritent bien cette séance d'alerte. Bienvenue, Monsieur Pierre Laurent. Bien souvent, les demandes d'extension ou d'implantation de nouveaux équipements s'inscrivent dans des zones où une offre de cinéma préexiste. De plus, dans son bilan de la géographie du cinéma, le CNC indique qu'au cours des 10 dernières années, le nombre d'écrans a augmenté, mais qu'en même temps, le nombre d'établissements a baissé. C'est la concentration. Aujourd'hui, près de 60% des entrées sont faites dans les multiplexes. L'aménagement culturel et social du territoire, dont l'implantation des salles, doit répondre à des critères comme la formation du jeune public, comme les débats ou la diversité des choix éditoriaux dans les salles d'art et essai. Ce constat, nous le partageons tous, même si certains persistent dans de doubles discours qui s'accommodent de la défense orale de l'exploitation indépendante et du soutien matériel à l'installation des multiplexes dans leurs communes. Il est donc nécessaire de requalifier le système d'autorisation des multiplexes en tenant compte des spécificités du secteur, projet de programmation, nature et diversité culturelle de l'offre proposée, insertion du projet dans son environnement, préservation d'une animation culturelle, respect de l'équilibre des agglomérations. Le pluralisme doit être garanti et le niveau de décision un peu plus éloigné du destinataire des retombées économiques éventuelles. Et il faut un suivi plus contraignant des engagements pris par les opérateurs au moment de l'autorisation, d'implantation ou d'extension, ainsi qu'un système de sanctions dissuasives en cas de non-respect du contrat. Je ne doute pas que notre ancien collègue Serge Lagauche, missionné pour un rapport, fera des propositions allant dans ce sens lors de la remise de son travail et nous y serons tous très attentifs. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Leleux pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'avais perçu que la thématique de notre débat
était non seulement axé sur les salles indépendantes, mais aussi sur la production et son financement. À l'instant présent, et en écoutant les précédents orateurs, je réalise que le propos que j'ai préparé débordera quelque peu de l'axe central de l'exploitation indépendante et des salles indépendantes pour évoquer quelques sujets ou quelques points connexes, notamment ceux de la production et de son financement. Mais n'est-ce pas quand même l'occasion, alors que le cinéma est à l'ordre du jour, d'évoquer quelques sujets complémentaires? D'autant que tout ce qui a été dit précédemment, je le partage. Le sujet est assez consensuel. Et pour aller dans le sens des orateurs précédents, je pense qu'une très grande vigilance est de mise afin que perdure notre réseau de salles encore très capillaire dans nos territoires. C'est certain, des mesures doivent être prises pour sauvegarder ce réseau qui est une exception française, une exception contributrice d'une diversité de l'offre culturelle et d'une accessibilité de tous les publics à cette offre. Le dispositif Cinénum, d'ailleurs, mis en place par le CNC à l'occasion de la très réussie loi sur la numérisation des salles, a été très bénéfique à ce réseau. Je dirais même a été indispensable pour son maintien. Les mesures à prendre sont intégrées dans notre système français de financement du cinéma, système en effet très envié à l'étranger. Le cinéma français, comme nous le savons, affiche une belle vitalité, mais à côté de cette vitalité, liée souvent à la réussite de grands films phares et liée aussi à l'émergence des multiplexes qui ont attiré davantage, le secteur connaît depuis peu quelques déséquilibres avec seulement pour la production un tiers des films qui affichent un résultat positif. Le cinéma français peine également à se maintenir face à la redoutable concurrence américaine. Les films français réalisent ainsi seulement un tiers des entrées quand plus d'un sur deux est américain. La part de marché du cinéma américain s'est élevée l'année dernière à 54% contre 43% en 2012, soit une progression de 11%. Le CNC a relevé à maintes reprises un manque de fonds propres du secteur, une hausse du coût de certains films, avec un problème de partage des risques et une difficulté d'exposition des films fragiles. Et ces faits sont autant de signes avant-coureurs d'un affaissement possible du dispositif de financement du modèle français, accentué par la crise économique actuelle, et qui avait jusqu'ici plutôt épargné l'activité cinématographique. Ces fractures pourraient, à terme, menacer l'avenir et l'équilibre des ressources du secteur, et elles appellent à s'interroger sur les voies à emprunter pour sauvegarder un dispositif d'intervention qui en a assuré la prospérité depuis plus d'un demi-siècle. Le CNC a publié une étude sur l'économie des films d'initiative en décembre dernier, portant sur une période de 8 ans. Et ces travaux ont alimenté les travaux du groupe de suivi suite au rapport Bonnel qui donne dans ses conclusions du rapport quelques mesures pour freiner la hausse des budgets de production et que c'est là l'une des clés de l'avenir du système avec une transparence accrue de la filière. Un an après la polémique sur les acteurs trop payés, soulevée par le producteur Vincent Maraval, le rapport propose aussi d'afficher clairement les salaires des acteurs et réalisateurs en les distinguant du reste des coûts de fabrication et de respecter un certain ratio pas encore défini. Cela passerait notamment par davantage d'audit des budgets de production et de distribution par le CNC. Cette transparence doit également viser les recettes des films en salle pour une équité dans le partage du chiffre d'affaires. Le rapport propose, le rapport Bonnel toujours, d'inciter le partage du risque commercial en envisageant par exemple un intéressement calculé sur des données aisément vérifiables, les entrées en salle et les autres supports de diffusion. Il propose d'ailleurs d'encadrer, voire de supprimer les avaloirs sur intéressement, c'est-à-dire la fixation de la rémunération des talents avant de connaître la réussite du film.
En clair, il s'agit de réinstaurer de bonnes pratiques dans un système qui recèle désormais quelques excès. Second point, il devient manifestement nécessaire aujourd'hui d'élargir les sources de financement du secteur. Les recettes publicitaires des chaînes se tarissent depuis 2 ans et le rapport estime que l'apport des chaînes pourrait diminuer de 18% entre 2012 et 2017, ce qui représenterait 63 millions d'euros en moins. Et afin d'élargir le financement de la production et redistribuer les ressources, plusieurs leviers sont proposés. Une plus grande pluralité des investissements des chaînes historiques, en instituant une obligation d'intervention dans un certain nombre de premiers ou deuxièmes films. D'autre part, une plus grande attractivité du secteur pour les capitaux privés. Et enfin, une solution innovante de développement du crowdfunding, c'est-à-dire l'appel au financement des particuliers via Internet, en le dotant d'un cadre juridique précis assorti d'un label CNC. Le rapport n'évite pas les sujets sensibles, polémiques posant les questions de la sortie éventuelle de films directement en vidéo et de l'assouplissement de la chronologie des médias, question récurrente ces dernières années. En effet, il semble certain que la salle doit demeurer le lieu unique de diffusion du film pendant 4 mois. Il est souhaitable d'aller vraisemblablement vers un assouplissement de la chronologie des médias, définissant l'ordre et les délais dans lesquels l'exploitation d'un film peut intervenir. Je n'entrerai pas davantage dans le détail des chantiers qui pourraient être ouverts, mais d'autant que je suis un peu hors sujet, mais je souhaitais les évoquer, Madame la Ministre, pour avoir votre sentiment sur l'ensemble de ces sujets et savoir quel calendrier vous envisagez pour lancer des réformes. Je souhaiterais, si vous le permettez, également, à l'occasion de ce débat, profiter de votre présence dans cet hémicycle pour attirer votre attention sur un point particulier qui est peu évoqué et qui est le droit des procédures collectives. Les procédures collectives mises en redressement, c'est-à-dire les mises en redressement ou liquidation dans le secteur des entreprises de production, qui présentent un nombre important de spécificités complexes. Et dans l'actualité, dans l'état actuel du droit, la faillite d'une société de production est susceptible de paralyser tout ou partie de l'actif immatériel dont elle est propriétaire et ainsi de restreindre la communication des œuvres au public. Un sujet assez important et qui fait beaucoup de dégâts, semble-t-il, car la faillite crée une situation juridique incertaine quant au sort des droits sur les catalogues des producteurs. Ainsi, l'article L132-30 du Code de la propriété intellectuelle, qui traite de l'articulation entre les revendications des multiples intervenants, auteurs, coproducteurs, créanciers, privilégiés, laisse ouvertes de nombreuses et importantes questions, notamment les modalités de résiliation du contrat de production, information des ayants droit par le liquidateur, concurrence des droits de préemption, déroulement de la procédure, etc. Or, les difficultés résultant de ce manque de précision de la loi s'ajoutent à la situation économique détériorée de l'entreprise et conduisent à une possible dévalorisation des actifs détenus, voire à leur gel définitif. Par exemple, lors d'une liquidation judiciaire, les auteurs peuvent de droit obtenir la résiliation de leur contrat de production au bout de 3 mois. Quand on sait que, avant toute cession, le liquidateur doit consulter tous les auteurs pour savoir s'ils désirent ou non faire valoir leur droit de préemption, ce délai est manifestement trop court et au terme de ces 3 mois, la valeur de l'œuvre aura fondu, faute d'être exploitable, les droits ayant été repris par l'auteur. Sur ce simple aspect des choses, il serait, me semble-t-il, indispensable, à minimum, d'augmenter ou d'accroître ce délai à 18 mois minimum. Je pense que ce sujet relatif au sort des droits d'auteur et des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lors de la défaillance des entreprises de production mérite d'être étudié, voire faire l'objet d'une disposition législative comme le préconise le rapport Gachet, rédigé à la demande du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le 8 mars 2012. Et ce sera peut-être l'occasion de le faire lors de l'examen de la loi création, Madame la Ministre, que vous êtes en train d'élaborer. Je conclurai en rappelant tout l'intérêt et l'importance du débat que nous avons aujourd'hui, d'avoir un peu abusé de votre temps dans mes 15 minutes, n'ayant très peu parlé des salles indépendantes, mais une fois encore, je n'aurais fait que redire des propos qui ont été exprimés précédemment
par les orateurs, et donc j'en ai profité pour mon temps de parole pour évoquer quelques autres sujets connexes au cinéma. Voilà, notre cinéma est le pivot d'un cinéma européen reconnu dans le monde entier, que nous devons absolument protéger, et nous serons très attentifs à son évolution. Et je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, pardon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je veux à mon tour remercier Pierre Laurent de nous avoir donné l'occasion de ce débat sur l'exploitation cinématographique, un sujet qui est trop peu souvent traité par la discussion politique et qui est important dans l'ensemble de l'écosystème du cinéma français. L'année qui vient de s'achever a été une année absolument riche en matière cinématographique. Évidemment, il y a eu La vie d'Adèle, lauréat d'une triple palme d'or à Cannes. Il y a eu aussi le film de Michael Haneke, Amour, qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger. C'est une coproduction majoritairement française, faut-il le rappeler. Et puis, nous avons réaffirmé le principe de l'exception culturelle dans le cadre du mandat transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. Nous avons, et je remercie Daniel Michel de l'avoir rappelé, nous avons aussi obtenu une victoire sur la possibilité de continuer à territorialiser les aides au cinéma et à l'audiovisuel, dont vous savez bien sûr l'importance pour nos territoires en termes de création artistique et d'emploi. Je me suis engagée fortement pour la réaffirmation de ces principes, puisqu'il constitue, avec le compte de soutien géré par le CNC depuis 1946, l'oxygène qui permet à cet art et cette industrie qu'est le cinéma de continuer à représenter aujourd'hui 100 000 emplois en France et à produire un demi-point du PIB, de la richesse nationale créée chaque année. Ces victoires, donc, elles sont à la fois artistiques et économiques. Ces victoires, elles se sont aussi renforcées cette année avec la mise en œuvre historique, puisque attendue après 8 années de négociations, d'une convention collective de la production qui a été signée par l'ensemble des organisations de producteurs et par une très grande partie des syndicats de salariés en faveur, là encore, de la diversité de la création cinématographique et aussi de l'aménagement du territoire. Ces engagements vont de pair avec l'engagement que j'ai pris en faveur de l'éducation artistique, et nous savons que tous les cinémas, notamment les cinémas d'art et d'essai, sont fortement impliqués dans la politique d'éducation artistique et culturelle. Alors vous avez posé, monsieur le sénateur Pierre Laurent, la question du devenir de l'exploitation cinématographique indépendante. Tout d'abord, l'exploitation cinématographique indépendante, elle s'inscrit dans un paysage. Le paysage, c'est que pour 2013, le film français représente seulement 33% des parts de marché, avec une fréquentation totale de 193 millions d'entrées pour la France, contre 203 millions d'entrées en 2012, 216 millions en 2011. C'est vrai que c'était une année exceptionnelle, grâce notamment à un film comme Intouchable. On peut s'inquiéter un peu de ces résultats, mais il faut quand même les relativiser, puisqu'il y a 20 ans, nous étions au creux de la vague avec seulement 100 millions d'entrées. Donc, pour répondre à Michel Le Squarnec, le cinéma français se porte bien, même si, évidemment, l'année 2013 a été moins exceptionnelle que les 2 années précédentes. La salle de cinéma constitue un équipement culturel qui est éminemment démocratique, très accessible au public et très populaire. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité, comme je m'y étais engagée, ramener la TVA au taux réduit sur le billet de cinéma, donc une TVA à 5,5%. J'ai aussi salué l'action qu'a pris en retour de cette baisse de la TVA la FNCF, puisque la FNCF propose désormais au public de moins de 14 ans
des billets à 4 € chez ses membres volontaires. La France bénéficie d'un parc de salles qui est tout à fait unique en Europe. Unique par sa modernité, par sa diversité et puis par la densité de son maillage. Nous avons un parc de 5508 écrans répartis sur 1600 communes qui permet ainsi de regrouper la moitié de la population française. C'est tout à fait unique au monde. La totalité des 118 agglomérations de plus de 50 000 habitants est équipée d'une salle de cinéma au moins. Elles abritent 41,9% des établissements et réalisent 82,6% des entrées en 2012. 75% des cinémas font partie de la petite exploitation et les établissements de la petite et moyenne exploitation, en qui consiste l'essentiel de l'exploitation indépendante, totalisent 34% des entrées. Cela signifie que les 181 multiplexes, même s'il faut préciser qu'il y a certains de ces multiplexes qui sont indépendants, puisqu'ils n'appartiennent pas à un circuit national. Donc les 181 multiplexes totalisent, eux, 66% des entrées. L'exploitation indépendante, parce qu'elle est un élément essentiel du maillage du territoire, joue donc un rôle déterminant dans la diversité de l'offre cinématographique. C'est une exploitation qui est particulièrement soutenue par les pouvoirs publics. D'abord, cela me permet de répondre à Philippe Hénol, parce que le système d'aide à l'exploitation du CNC est largement consacré à l'exploitation indépendante. Les 4 aides dont on parle, c'est l'aide à la numérisation. Là encore, l'aide à la numérisation, elle touche tout le monde. 1400 écrans sont soutenus pour 100 millions d'euros par le CNC, ce qui permet à la quasi-totalité du parc français d'être désormais numérisé. Là encore, c'est exceptionnel, surtout dans un pays qui est aussi riche en zones rurales. Le plan de soutien qui a été mis en œuvre par le CNC, ça a été achevé donc à la fin de l'année 2013. Et il a permis d'aider, avec le concours des collectivités territoriales, les petites salles et les circuits itinérants. Nous devons ce résultat à la loi adoptée en septembre 2010, au dispositif d'aide lancé par le CNC, qui est donc complété de dispositifs des collectivités territoriales. Au total, le CNC aura aidé 1193 établissements, 87 circuits itinérants, soit 1521 écrans, pour un montant total de 73,6 millions d'euros. Cela a permis de couvrir 66% des coûts de numérisation des salles. Les aides des collectivités ont permis de couvrir 18,5%. Et pour conclure, parce que je souhaite être précise, près de 68% des établissements aidés se trouvent dans des zones rurales. 68% des établissements aidés sont dans des zones rurales ou dans des agglomérations de moins de 20 000 habitants. Donc, c'était les aides à la numérisation. Il y a aussi les aides à la modernisation et à la création de salles. Ça représente 10 millions d'euros par an. C'est une aide réservée aux propriétaires ou aux exploitants de moins de 50 écrans. Donc, c'est strictement réservé à l'exploitation indépendante. Cette aide représente 14% du coût d'investissement. 84% des projets aidés sont classés art et essai. Et 58% des projets aidés sont implantés en zone rurale ou dans des petites communes. Donc, on le voit, il y a vraiment un ciblage des aides du CNC vers ce type d'exploitation. Alors, dans ce contexte, l'aide sélective est très fortement sollicitée depuis 2011, avec des projets coûteux qui portent sur des créations ou des restructurations lourdes, notamment la mise en accessibilité au 1er janvier 2015, ou encore des déplacements d'équipements cinématographiques. Il y a aussi l'aide au cinéma d'art et essai. Ça concerne 1000 établissements classés, dont 65% qui sont dans des petites villes, dans des zones rurales. Et ils sont soutenus par un budget de 14 millions d'euros par an, qui, il faut le noter, a cru de 31% depuis 2008. Nous avons, avec nos 1000 établissements art et essai, totalisé plus de 28% de la fréquentation totale des salles. Et aujourd'hui, 56% des établissements classés sont situés dans des unités urbaines de moins de 20 000 habitants ou dans des communes rurales. Toutes ces aides sont réservées à l'exploitation indépendante, c'est-à-dire à des sociétés qui possèdent moins de 50 écrans sur le territoire. Ça, c'était les aides
ciblées. Mais le soutien automatique lui-même est très redistributif en faveur de l'exploitation indépendante, notamment parce que les plus petites salles ont un taux d'aide, c'est-à-dire en fait un taux de retour sur la TSA qu'elles acquittent de 80%, alors que les grands multiplex, eux, ont un taux de retour de 30%. Donc, même pour l'aide automatique, le ciblage mis en place par le CNC est particulièrement efficace pour l'exploitation indépendante. Le deuxième point, à part les aides, c'est évidemment la réglementation. Vous l'avez rappelé, les ouvertures de multiplex sont toujours soumises, dans le cadre de la loi sur l'aménagement commercial, à une autorisation préalable donnée par une commission qui examine notamment l'impact du projet en termes de diversité de l'offre de films et aussi de l'écosystème des établissements de la zone concernée. Alors, 34 dossiers sur les 139 demandes déposées ou soutenues par les opérateurs importants de l'exploitation cinématographique, Kinépolis, Gaumont-Pathé, UGC et CGR, ont été examinés entre 2009 et mi-2013. Le pourcentage de refus d'autorisation pour les opérateurs de la grande exploitation est plus important, 47%, que le pourcentage global de refus sur la même période, qui est lui de 22%. Je reviendrai en conclusion sur la procédure d'aménagement des équipements cinématographiques. Mais par ailleurs, nous avons aussi en parallèle l'Agence pour le développement régional du cinéma, la DRC. C'est une association subventionnée par le CNC qui intervient depuis 30 ans pour favoriser l'accès des salles des petites villes aux films, à tous les films. Un accès plus rapide dès la deuxième semaine de sortie du film, un accès à des films dont le nombre de copies, fichiers numériques évidemment désormais, ne permet pas aux distributeurs de servir les plus petites salles. D'une manière générale, on peut dire qu'il serait extrêmement préjudiciable à la vitalité du cinéma en France que les films qui rencontrent un succès commercial, public ou un succès d'auteur, critique, soient réservés au seul multiplex et que les salles indépendantes ne puissent pas consacrer une partie, bien sûr, de leur programmation à ces films et ils doivent se concentrer sur des œuvres plus confidentielles. Il est donc nécessaire que le CNC continue à veiller à ces équilibres fragiles. La problématique de l'accès des salles indépendantes aux films porteurs sera donc abordée dans le cadre du travail qui s'est engagé après la remise du rapport de René Bonnel, que le sénateur Jean-Pierre Leleux a cité. L'un des groupes de travail portera ainsi sur la diffusion-distribution. Enfin, il y a des engagements de programmation. Vous le savez, la France a su demander à tous les établissements multiplex de prendre des engagements de programmation. Ils visent à promouvoir le cinéma européen, à maintenir un tissu diversifié d'entreprises de distribution, à limiter au sein d'un même établissement la multidiffusion des œuvres, renforcée bien sûr par le numérique, et à permettre d'examiner des offres alternatives en salle qu'on appelle le hors-film, comme la diffusion par exemple d'opéras, là encore, qui sont rendus possibles par le numérique. Et il y a un accord avec l'Opéra national de Paris. En ce qui concerne ces engagements, la présidente du CNC vient de recevoir le bilan qui a été présenté par la médiatrice du cinéma. Alors je n'ignore pas qu'il y a des propositions d'aménagement qui ont été faites concernant l'accès aux films des salles indépendantes, qui ont été formulées notamment par l'AFCAE. Il s'agirait ainsi de demander aux opérateurs d'exploitation en position dominante, au niveau national ou au niveau local, de limiter, zone par zone concurrentielle, le nombre d'écrans qui peuvent être consacrés lors des 2 premières semaines d'exploitation à la diffusion de films européens, de films de distributeurs indépendants et de films issus de cinématographie peu diffusée, lorsque ceux-ci sont objectivement porteurs au regard du plan de sortie national envisagé par le distributeur. En gros, il s'agirait de favoriser l'exposition de ces films porteurs, mais avec des esthétiques exigeantes, dans l'ensemble du réseau d'exploitation indépendante. Toutes ces propositions vont être examinées par le CNC et bien sûr discutées, concertées avec les opérateurs.
Il nous faut de toute manière, dans tous les cas, veiller aux équilibres entre les établissements et au sein des territoires aussi, préserver la diversité des établissements et des offres et améliorer la visibilité des œuvres, ainsi que la durée d'exposition des films en salle. L'avenir de l'exploitation indépendante, elle passe aussi, c'est un point sur lequel je veux insister, par la réaffirmation de l'importance de la fenêtre salle et par le développement de sa fréquentation. Je l'ai dit, il y a eu un léger repli en 2013 de cette fréquentation, donc il faut qu'on soit vigilant pour maintenir un haut niveau de fréquentation et aussi une forte présence des films français, même si nos résultats sont encore très bons. J'ai réaffirmé à plusieurs reprises que la salle de cinéma, c'était le premier écrin et le meilleur pour découvrir une œuvre. J'ai donc demandé au CNC qu'à la suite de la réflexion engagée sur l'acte 2 de l'exception culturelle, les discussions relatives à la chronologie des médias puissent permettre de préserver la fenêtre de diffusion des œuvres en salle, tout en cherchant avec les professionnels à voir dans quelles conditions, par exemple, on peut encadrer certaines dérogations en faveur d'une diffusion plus rapide de certaines œuvres par les autres canaux. Ça répond à la question du sénateur Leleux. De même, à l'heure où de grands acteurs de l'Internet de services de vidéo à la demande par abonnement s'annoncent plus actifs en Europe, peut-être en France, bien entendu je pense à Netflix, il nous faut nous interroger sur la place de ces acteurs dans le champ de l'exception culturelle. Il faut qu'ils respectent la réglementation française et il faut qu'ils puissent apporter leur contribution économique au financement de la création, au premier rang desquels, évidemment, figurent aujourd'hui les chaînes de télévision. Donc, il ne saurait y avoir d'exception pour ces acteurs s'ils sont candidats à la pénétration sur le marché français. Ces discussions sur la chronologie, qui ont été entamées il y a plusieurs mois, vont reprendre maintenant à un rythme plus soutenu. En outre, pour préserver la fréquentation cinématographique, nous devons également veiller au transfert de la réponse graduée au CSA et je présenterai donc cette mesure de transfert dans le cadre de la future loi création qui sera présentée, ça répond à la question de Daniel Michel, pendant l'année 2014 en Conseil des ministres le plus rapidement possible puisque le texte est vraiment finalisé désormais. Il nous faut de la même manière engager une politique volontariste en matière de lutte contre la piraterie commerciale et c'est le travail qui est fait actuellement par Mireille Imbert-Carretta. Mais au-delà de la qualité de l'offre de films, une partie des propositions qui ont été remises par René Bonnel vise à un meilleur financement et à un plus grand essor de la diffusion des films qu'on appelle les films du milieu, entre 4 et 7 millions d'euros de devis. Cette quantité de films du milieu doit pouvoir bénéficier à l'ensemble de l'exploitation française. Et ça rejoint les préoccupations de Marie-Christine Blandin. Il y a donc des groupes de concertation qui résultent des travaux des Assises de la diversité du cinéma qui commencent à travailler dès ce mois de février. Je l'ai dit publiquement le 8 janvier lors de la remise du rapport. Je serai attentive aux réformes qui seront proposées et elles seront là encore intégrées à la future loi création, le cas échéant, en ce qui concerne les mesures législatives. Bien sûr, nous avons pris en compte le travail de René Bonnel, mais aussi des différents groupes, dont celui constitué autour de Pascal Ferrand et de Catel Quilveré. La fréquentation des salles et son renouvellement, les pouvoirs publics, État et collectivités encore, s'en préoccupent continuellement depuis 1984 à une échelle, je dirais, systématique, à travers notamment la politique d'éducation au cinéma. À l'ère du numérique, de la multiplication des écrans, la question de l'éducation du public jeune d'aujourd'hui, évidemment, est une clé pour la formation du public de demain et ça me permet de répondre aux préoccupations de Françoise Férat. Le rôle des cinémas est essentiel en faveur de l'existence et du développement de l'éducation au cinéma, notamment à travers le réseau des salles Art et Essai. Pour l'année scolaire 2011-2012, écoles au cinéma, collèges au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma ont ainsi concerné 1 410 000 élèves, ce qui constitue le plus important dispositif d'éducation artistique et culturelle en temps scolaire.
Nous avons donc la pleine volonté, et surtout que l'éducation artistique et culturelle est ma priorité, de poursuivre évidemment la réussite de ces dispositifs qui reposent sur leur intégration dans le parcours d'éducation artistique, sur la poursuite de l'implication des collectivités territoriales dans leur financement, sur la préservation du modèle qui est celui d'être pendant le temps scolaire et de découvrir les films en salle, avec la réforme des rythmes scolaires, bien sûr, et puis que c'est un effort, bien sûr, conjoint des différents ministères, mais il doit y avoir un effort particulier de l'Éducation nationale qui est fait, vous le savez, sur la formation initiale et continue des enseignants en matière de cinéma. À partir de l'année 2014, je veux, avec le CNC, amplifier l'éducation au cinéma en liaison avec la FNCF. Et lui également faire mener par le CNC une étude en faveur d'un développement de ces dispositifs dans un cadre européen. De la même manière, nous devons aussi veiller à ce que la capacité de nos salles actuelles à permettre l'accessibilité au public en situation de handicap soit améliorée. On estime que c'est 7 millions de personnes avec les accompagnants qui seraient ainsi concernées, qui pourraient aller au cinéma chaque année. Après un travail qui a été mené par le CNC avec les associations, nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir prendre prochainement un arrêté en vue d'une obligation d'adaptation à l'accessibilité. Nous devrons lever certaines difficultés relatives au bâti et adapter la réglementation. Le numérique était aussi l'une des conditions nécessaires pour pouvoir avoir une meilleure accessibilité concernant les handicaps sensoriels. Et le CNC a pu, depuis fin 2012, grâce à l'avancement de la numérisation des salles, aider à la réalisation des versions sous-titrées et audio-décrites de films inédits, il y en a 13 à ce jour, aider aussi à la numérisation des œuvres cinématographiques françaises du patrimoine, il y en a 300 à ce jour, et donc avec un engagement pour les personnes ayant un handicap sensoriel. Le CNC prévoit aussi le développement d'une base de données sur les films qui offrent une version adaptée et travaille à la définition d'une signalétique qui permettra d'aider au repérage, par exemple dans la presse, des œuvres qui sont donc accessibles aux personnes handicapées. Enfin, l'avenir de l'exploitation indépendante et de sa programmation en faveur d'une offre diverse de films français et européens repose également sur sa capacité à réussir la transmission de ces salles. Il y a toute une génération d'exploitants qui ont commencé ce métier dans les années 70, dans les années 80, qui va bien sûr partir à la retraite. Il s'agit beaucoup d'exploitants de complexes de taille moyenne. Certains en ont 2 ou 3, qui sont situés sur tout le territoire, beaucoup classés arts et essais. Donc il y a une réflexion sur la reprise de ces établissements qui associera la FNCF, l'IFSIC et le CNC, bien évidemment. Elle va nous permettre de trouver les outils originaux qui peuvent être utilisés dans d'autres secteurs pour favoriser cette reprise. En conclusion, je souhaiterais revenir sur la question de l'aménagement commercial des équipements. Vous avez abordé le sujet, chère Marie-Christine Blandin, mais Pierre Laurent l'a abordé aussi, Françoise Férat aussi. Je serai bien évidemment très attentive aux préconisations du rapport que va remettre prochainement Serge Lagauche au CNC, puisqu'il a été chargé donc de cette mission d'évaluation sur la procédure d'autorisation. À ce jour, je ne peux qu'indiquer que les auditions qui ont été menées semblent toutes conclure au maintien indispensable de cette procédure d'autorisation préalable d'aménagement cinématographique. Sur le fond, et sans devancer donc les conclusions du rapport, il semble que les projets présentés à l'avenir pourraient gagner sur un plan qualitatif, notamment au travers de précisions relatives aux projets de programmation cinématographique envisagés, afin que les nouveaux établissements s'adaptent d'une manière plus fluide à l'offre cinématographique qui existe déjà sur leur zone. Vous serez également intéressé, je pense, par le fait que j'ai demandé au gouvernement que la procédure d'aménagement cinématographique gagne en autonomie, et ce dès l'automne dernier. Cela devrait pouvoir se concrétiser cette année, puisque le gouvernement soutient un découplage du régime juridique de l'autorisation d'aménagement cinématographique de celle de l'autorisation d'aménagement commercial et prévoit un rapatriement du dispositif au sein du Code du cinéma et de l'image animée.
Cette autonomisation est donc une très bonne chose. Elle devrait être transcrite dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises qui va prochainement débuter à l'Assemblée nationale. Notre réseau de salles a permis de regagner 100 millions de spectateurs en 20 ans, veiller à l'attractivité de l'offre culturelle cinématographique, favoriser les équilibres territoriaux, tant pour les salles que pour l'accès aux œuvres, veiller à la pérennité, au développement d'une offre diverse de l'exploitation, assurer les conditions de son développement économique. Ce sont les missions de l'exploitation cinématographique en 2014, évidemment, et ce sont les préconisations que je fais en faveur d'un secteur qui connaît de profondes évolutions économiques, technologiques et sans doute sociétales, et pour lequel nous devons travailler comme toujours avec l'ensemble des professionnels de la création et de la diffusion, avec les élus des collectivités territoriales et avec l'ensemble des institutions concernées. Pour terminer, vraiment, Monsieur le sénateur Leleux, concernant le CSPLA et la question des droits sur les catalogues des producteurs d'entreprises qui sont déclarés en faillite, effectivement, le CSPLA a travaillé, a établi un rapport qui évoque cette question, et notamment cette question des délais. Et donc, je demanderai au secrétariat général du ministère de la Culture de vous transmettre les informations que vous avez demandées. En tout état de cause, il y aura des dispositions dans la loi création si cela s'avère nécessaire. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, je veux remercier Pierre Laurent et l'ensemble de son groupe pour ce débat sur l'exploitation cinématographique indépendante. Voilà donc pour ce débat qui s'est déroulé mercredi soir dans l'hémicycle à la demande du groupe communiste et qui portait donc sur l'avenir des salles de cinéma indépendantes. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 19h, 24h Sénat, présenté par Marie Brémaud. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.